Smart et réglo pour parler de télétravail. Voilà que le sujet commence à avoir un peu de jurisprudence, un peu de recul. Quels sont les conflits, les difficultés? Et est-ce que le Code du travail est toujours adapté ou est tout simplement adapté à cette nouvelle configuration du travail? Émilie Méridjen est avec nous. Elle va tout nous expliquer. Ravi de vous accueillir. Associée en droit du travail chez Secri Valentin Zerouk. Je crois l'avoir bien prononcé. Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'au-delà du cadre légal, il y a une petite jurisprudence. Les avocats sont confrontés à des conflits entre un employeur et un collaborateur en télétravail. D'un point de vue très théorique, le Code du travail est-il adapté au télétravail? On peut répondre assez simplement que non. 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 Est-ce que le cadre Ça n'a pas été pensé pour, ça n'a pas évolué depuis la montée en puissance du télétravail et clairement, il y a des vides juridiques, des zones d'ombre, des inadéquations. Si on prend ne serait-ce que la définition du temps de travail effectif, qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans avoir la possibilité de vaquer à ses obligations personnelles, est-ce que ça a du sens à son domicile alors qu'il est vraisemblablement avec ses enfants et son conjoint à proximité? Ça n'a aucun sens. Et là, on est sur l'essence du droit du travail. Justement, revenons-en. Ce collaborateur dit, grâce au télétravail, je peux avoir un cadre de vie qui me permet de chercher mon enfant à l'école à 16h30. En effet, il le fait. Est-ce qu'il a le droit, déjà, selon le Code du travail? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question puisque ça va dépendre des organisations du temps de travail applicables dans les différentes entreprises et de la situation particulière d'un salarié. Mais clairement, cette flexibilité n'est pas prévue par le Code du travail. Aujourd'hui, on a, alors pas encore de jurisprudence à proprement parler dans le sens où ça met du temps avant que la Cour de cassation ne vienne se prononcer sur ce genre de choses. En revanche, notre quotidien, c'est de gérer des situations où l'employeur nous dit voilà, le salarié veut de la flexibilité, on est d'accord pour la lui offrir, mais comment on l'arrange juridiquement? Comment on l'encadre? Exactement. Et on ne sait pas faire de manière 100% sécurisée. Juste pour terminer ce volet, parce qu'après il y a les frais de déplacement domicile-travail, il y a toutes ces petites choses de la vie quotidienne, mais cette personne va chercher son enfant à l'école, a un accident de voiture. Il est quoi? Il est sur son lieu. Il est considéré comme accidenté du travail? Alors, si on peut démontrer qu'il va chercher son enfant à l'école et que ça n'a pas de rapport avec son travail, a priori, ce ne sera pas considéré comme un accident du travail. En revanche, il y a des situations totalement saugrenues. J'ai vu passer une jurisprudence en Allemagne. Alors, c'est pas la France, mais on a quand même des systèmes juridiques qui sont relativement proches, où un accident du travail a été reconnu entre le lit et le bureau du collaborateur, où il a chuté et où ça a été reconnu comme un accident du travail. C'est surréaliste. C'est totalement surréaliste. C'est d'autant plus surréaliste que l'employeur, on le sait et on l'assume, en tant qu'employeur, a une obligation de prévention et de sécurité de la santé de ses salariés. Donc ça, c'est tout à fait normal et c'est fondamental. Comment l'exercer quand on ne connaît pas le domicile des gens, quand on n'a pas le droit d'y pénétrer? C'est extrêmement difficile. Dernier cas, parce que ça, c'est un cas, à mon avis, de tension très forte. Le manager va quitter son poste à 19h, 19h30, pour celui qui est le plus consciencieux. Mais sauf que le collaborateur en télétravail, lui, il a décalé son temps de travail. Et il a fait son travail de 19h à 22h30. Il appelle le manager. Comment on fait là? Ça pose des soucis, d'abord parce que 22h30, c'est du travail de nuit. Donc il y a une législation particulière qui est susceptible de s'appliquer. Parce que s'il recommence à 7h du matin, il n'aura pas eu son temps de repos obligatoire. Donc tout ça, ça doit s'encadrer au mieux dans une charte ou un accord collectif qui va venir donner un peu de souplesse. Mais cette souplesse, on la provoque, nous les praticiens, pour essayer de faire bouger le droit. Parce que sinon, on arrive à des situations absurdes. Le contrôle du temps de travail, on l'a évoqué. Les frais de déplacement domicile-travail, ça c'est un sujet de tension. C'est un sujet de tension qui a été tranché. Alors, certains employeurs étaient quand même très chagrins par rapport à la décision qui a été rendue, puisque la Cour de cassation a estimé que même si c'était le choix du collaborateur de s'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail, l'employeur restait tenu de verser, de rembourser la moitié des abonnements de transport public pour se rendre du lieu de travail, donc ça peut être Marseille, jusqu'à Paris, jusqu'au lieu de travail. Donc, du lieu de domicile, jusqu'au lieu de travail. Ce monsieur est parti habiter à Marseille. Oui. Son employeur est à Paris, donc on lui paie le train, la moitié de son train est remboursée. Alors de l'abonnement. De l'abonnement. Voilà, mais ça coûte très cher. Très cher. Exactement. Et donc ça, l'employeur doit Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, ça. Même s'il a été pris de court par un salarié qui lui a dit je m'en vais. Exactement. Ça amène à d'autres réflexions qui sont comment peut-on limiter quelque part en amont le périmètre géographique dans lequel les salariés peuvent s'installer, résider. Au-delà de 100 km, vous paierez votre abonnement. Alors,
non, mais au-delà de 100 km, vous ne pourrez pas être en télétravail. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a un principe, une liberté fondamentale qui est celle de choisir son lieu de résidence. Exact. En revanche, si l'employeur a des raisons objectives et proportionnées de restreindre parce que, par exemple, il faut que le salarié puisse revenir en moins d'une heure en cas de besoin sur son lieu de travail, ça peut être une manière d'échapper à ce type de difficultés. Les tickets restaurants, parce qu'on fait un peu une liste à la prévère, mais c'est important, c'est tout ce qui est lié à la vie quotidienne d'un salarié sur son lieu de travail, ça c'est prévu par le code. Oui. Mais là, en télétravail, il y avait une bataille sur... Il y a toujours une bataille. Elle n'est pas réglée. Non, entre Paris et Nanterre, les deux principales juridictions du tribunal judiciaire, avec deux principes juridiques qui s'opposent en quelque sorte. L'un qui est l'égalité de droit entre un salarié en télétravail et un salarié... Ça, c'est la base du droit du travail. Exactement, qui fait dire à l'une des juridictions, il n'y a pas de raison, donc les collaborateurs en télétravail ou non doivent avoir droit à des tickets restaurants. Et l'autre logique qui s'entend également, qui est de dire le fondement du titre restaurant, c'est de couvrir le surplus de dépenses liées au fait de déjeuner à l'extérieur de son domicile. Quand on est chez soi, il n'y a pas de surplus. Donc voilà ces deux logiques. On attend qu'il y ait une décision qui soit rendue par la Cour suprême. Donc au moment où on se parle, les collaborateurs en télétravail reçoivent quoi? Ils ont toujours leur carte abondée de... Ça dépend des employeurs. Ça dépend. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, oui. Ils remplissent la carte ou pas. Ouais. Alors en général, il y a quand même un échange avec les collaborateurs pour les prévenir et parfois des accords d'entreprise, mais on n'est pas à l'abri que cette pratique qui consiste à proratiser en quelque sorte ne soit remise en cause. Et avant de nous quitter, qui est le sujet peut-être le plus fondamental, c'est la relation de surveillance du salarié. Oui. Concrètement, comment on fait là? Alors là aussi c'est compliqué puisqu'on a un principe absolu qui est le respect de la vie privée. Ouais. Alors quand je dis absolu, c'est pas totalement exact. On a la possibilité d'apporter des atteintes qui soient encore une fois justifiées, proportionnées, mais la CNIL, notamment, est garante du fait que ces atteintes ne soient pas disproportionnées, comme par exemple le fait d'avoir une caméra, comme c'est le cas aujourd'hui, en permanence se braquer sur un collaborateur à son domicile, c'est évidemment interdit. Le fait de traquer les mouvements du clavier pour s'assurer qu'il est bien en train de travailler et pas en train de faire à manger, c'est aussi interdit. Donc tout ça est une question de dialogue social dans les entreprises, d'intelligence collective pour trouver le point d'équilibre. Et puis de conscience professionnelle de part et d'autre. Oui, et ça, d'expérience, alors évidemment on ne peut pas en tirer des généralités, mais on se rend compte que ça fonctionne bien et que c'est du gagnant-gagnant le télétravail, les collaborateurs comme les employeurs en sont satisfaits. Merci Émilie Mérigel. Avec plaisir Arnaud. S'écrit Valentin Zerouk. C'est ça. Votre cabinet. Merci de nous avoir éclairé parce que c'est plein de sujets qui sont toujours en attente, là, qui vont arriver en cours de casse et qui vont vous aider ensuite à accompagner vos clients. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Ça, c'est un sujet qui intéresse aussi les avocats, d'ailleurs, les reconversions professionnelles, notamment dans le sport de haut niveau. On va parler du rugby, notamment des rugbyman qui passent du ballon ovale à une autre activité. Et souvent, c'est un peu le grand vide, c'est la petite mort, comme on l'appelle. Comment faire pour les accompagner? Comment faire pour les aider à devenir entrepreneurs audacieux, peut-être? On en parle dans le cercle RH. C'est un débat et c'est juste après la pause.